du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous savez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue parmi nous. Très heureuse en tout cas de vous retrouver. Nous tenterons en tout cas de vous faire passer de bons moments. Nous vous accompagnerons tout cet été, tout l'été, avec nos invités, avec des thématiques tout à fait intéressantes. Nous parlerons de saison estivale. Eh bien, on va commencer tout de suite à partir d'aujourd'hui. À partir de notre émission, nous parlerons donc de sécurité routière avec notre invité, Monsieur Naït El Houssine, qui parlera bien sûr de prévention de sécurité routière et surtout les plans que nous avons l'habitude de suivre durant l'été. Nous aurons également à parler aussi de l'actualité des médias, de nos médias. Cette fois-ci, la presse écrite aussi nous parlera bien entendu de leur programme pour cet été avec une représentante, une chef de rubrique du journal Chap qui sera parmi nous dans un tout petit moment pour nous parler bien entendu de ce programme estival et bien entendu tous ceux qui sont là pour vous faire passer de bons moments. Nous parlerons également de la radio chaîne 2, d'expression berbère, avec notre invitée qui, elle, a consacré un bon nombre d'heures et de travaux, consacrés à un homme qui a marqué aussi la radio algérienne à travers sa poésie, son travail et surtout ses émissions radiophoniques. Il s'agit de Mohamed Belhanafi, Allah yarhamou, et donc elle lui a consacré tout un documentaire. Nous parlerons bien sûr de cette démarche et surtout de cet hommage qu'elle lui rendra à travers ce film documentaire intitulé L'histoire de l'homme. Voilà, c'est donc le programme de nos invités. On n'oublie pas aussi Mariam Oussaïd sera parmi nous pour vous parler des plantes. Et oui, ça fait du bien de parler de plantes, de jardinage et surtout de comment entretenir nos plantes. C'est bon de pouvoir aussi s'occuper. Eh bien, aujourd'hui, elle nous parlera de la plante, la passiflore. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et on commence tout de suite pour vous faire apprécier surtout cette belle voix et surtout cet hommage aussi à
Vous avez apprécié cette belle voix et on continuera à parler bien sûr de la chanson kabyle ce matin avec notre première invitée. Il s'agit de Ourida Sider. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Alors on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes une consoeur, vous travaillez à la radio Chaîne 2 depuis quelques années déjà, 17 ans pratiquement. Oui, c'est vrai. Ça fait 17 ans, on peut dire. On est entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Exactement. Et vous avez consacré justement tout votre temps à rendre hommage, à travailler pour faire reluire donc la culture algérienne, en particulier la culture berbère. Bien sûr, parce que c'est un devoir pour sauvegarder cette culture, pour sauvegarder de la poésie des poètes, de la chanson, de la musique ou des rythmes kabyles. C'est tout à fait normal. On vient d'entendre la belle voix donc, de Ibir, un artiste qui nous a malheureusement quittés trop tôt et qui fait partie de ces artistes qui ont été révélés pratiquement aussi par la radio, aussi par leur talent. Qui ont rencontré et qui ont travaillé et collaboré avec Monsieur Belhamessi. Idir, c'est un exemple pour la chanson kabyle parce que à travers les rythmes kabyles, les rythmes de Ashouir, des rythmes de Irbalen, etc., il a donné, comme on dit, une naissance pour notre culture à l'étranger. Ça veut dire, Idir, c'est un exemple. Pour 40 ans, il a porté la chanson très haut, la chanson algérienne, berbère, très haut à l'international. Il l'a un petit peu popularisé aussi, et est devenu la world music. Exactement, oui, parce que c'est très important de sauvegarder comment on peut donner notre culture, mais à travers, il y a les formes, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et dire avec 4 albums ou 5 albums, il n'a pas fait vraiment... marqué. Mais il a marqué pendant des générations et des générations. Oui, ceux qui comprenaient la langue ou pas. Oui, alors, c'est un artiste qui a rencontré donc Monsieur Belhanafi, et Monsieur Belhanafi, c'était aussi une personne très importante à la radio algérienne. Effectivement. Il a commencé à travailler dans les années 60. Oui, effectivement. Mais bien avant des années 60, il était commissaire politique pendant la guerre à Tiaret. Voilà. Ça veut dire qu'il a donné aussi toute sa jeunesse pour la cause algérienne. Exactement. Le combat. Mais après 62, il a un autre combat, si on peut dire, pour la radio. Il a consacré plus de 45 ans de production pour la chaîne 2, la chaîne kabyle, jusqu'à 2012. Son décès, pas mal des émissions, pas mal d'artistes aussi qui travaillent avec lui, pas mal d'animatrices qui sont... Vous faites partie de ces personnes qui l'ont rencontré et à qui donc, il a porté aide et surtout assistance, il vous a orienté. Mohamed Belhanafi, c'est un père pour moi. D'abord, avant tout, que c'est un collègue. Pourquoi? Parce qu'il nous donne des conseils comme un père, d'abord. Et pour le travail, c'est tout à fait normal. Voilà. Il a tout. Il a de la poésie, il a de la production pour la radio, il a fait l'histoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester sans l'écouter. Voilà. Alors lui, il vous a donc orienté, vous avez aussi fait votre choix pour ce qui est donc de votre carrière professionnelle. Vous avez donc animé, vous avez travaillé, fait donc des recherches. Vous avez choisi la réalisation et la programmation. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que bon, la réalisation, c'était un rêve pour moi de réaliser pas mal des choses, soit des émissions de radio, de films, du commentaire. Après l'animation, c'était après. Comme j'ai participé d'organiser pas mal d'hommages pour nos artistes, c'était un rêve pour moi de lui rendre un véritable hommage. Et là, on est en train de voir donc sa photo et cet hommage à M. Belhanafi, Allah yarhamou, vous lui avez donc consacré beaucoup de temps. C'était pour vous un devoir aussi, bien sûr. Pour rendre hommage à cette grande personnalité de la culture algérienne. Oui. Bien sûr, c'est un devoir pour moi, mais bien sûr, je ne peux pas faire un travail comme ça toute seule. Bien sûr, c'est tout à fait normal, il faut de la recherche, c'est normal, mais il y a beaucoup d'artistes, il y a des écrivains, il y a beaucoup de personnes qui sont avec moi. Voilà.
Voilà. Et bien sûr, c'était un moudjahid. Donc, à quelques jours, bien sûr, de la célébration de la fête de la jeunesse, Exactement, nous parlons aussi donc, de l'engagement de l'homme aussi envers sa patrie. Oui, exactement. J'ai dit au début. Et son sacrifice. Oui, c'est un commissariat politique. À ce jour, son nom qui s'appelle Zizi à Tiaret, exactement à Mdrissa. Bon, moi, j'ai beaucoup voyagé à cette région pour faire des recherches. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup de témoignages des moudjahidines qui sont toujours en vie. Il y a aussi quelqu'un que je... il faut dire, je voulais de tout cœur de dire merci à M. Hadj Arab El-Khdar. C'est un professeur à l'université à Tiaret. Il m'a beaucoup aidé dans cette recherche à cette région. Parce que comme moi, je ne connais pas vraiment cette région. Mais un enfant de cette région, il connaît bien cette région. Voilà. Ça veut dire qu'on a beaucoup trouvé des choses extraordinaires sur son combat à cette région. Voilà. Donc très riche, et vous l'avez repris à travers votre film documentaire. Alors vous avez consacré un film documentaire de 2 fois 52 minutes à cette personnalité, Mohamed Belhamissi, Belhanafi, pardon, je disais, donc pour parler aussi donc de surtout ce travail colossal qu'il a pu donc rendre et surtout permettre à beaucoup d'artistes de briller grâce à son travail. Oui. Avant tout, c'est un poète. Il a consacré une chanson pour y dire Asghar, par exemple. Qui veut dire Asghar, c'est le Asghar di Jalkhair. Ça veut dire si je fais le bien pour il y a aussi un proverbe qu'on dit à l'ancien, Asghar di Jalkhair. Belhanafi aussi, il a consacré beaucoup de poésie sur Adrar, les montagnes, sur le village. Pourquoi? Parce que lui, il encourage la discipline de village, de Tejma'af, par exemple, les traditions de village, etc. Il a consacré aussi la fête de la poésie pour Athmani. C'est un grand artiste de sa région, Athouessif. Il y a aussi Melha, il y a aussi la chorale lycée El Khansa de Fadman Soumer, où plusieurs chorales. Il a participé aussi à l'élaboration de plusieurs cette chorale, elle a marqué beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en cette période des années 70 jusqu'à 75, 74, où il y avait la chanteuse, la grande chanteuse Melika Doumra au lycée, elle a consacré le patrimoine de femmes, de chant des femmes kabyles pour la chorale, qui sont toujours existées à la radio, la chanson. Ça veut dire, Belhanafi, il avait beaucoup de visages, beaucoup de combats. Ça veut dire chacun un combat, il a son visage. Dès qu'il termine ce combat, après il va retourner à un autre combat aussi. La pièce théâtrale aussi, l'opérette. Et il a connu aussi chez Freddem. Oui, bien sûr, c'est son ami. La poésie. Effectivement. Des grands hommes qui ont marqué aussi une tournure dans la chanson kabyle. Aussi. Oui, Belhanafi à l'époque, parce que si on parle de la radio kabyle par exemple, à cette époque il y avait un travail collectif, soit pour une émission Ishnenouska à l'époque, soit des pièces théâtrales, soit des opérettes. Il y a toujours un travail collectif entre des personnes, etc. Belhanafi il a consacré beaucoup de productions pour la chaîne kabyle à l'époque, bon, la chaîne 2 maintenant, des pièces théâtrales. Et il raconte à travers des voix. Il y a des voix des jeunes filles à l'émission, comment on vit au village, comment nos traditions, comment nos relations entre ça fait partie du patrimoine immatériel et qui est raconté de fort belle manière par un poète. Exactement. Voilà. Et donc vous lui avez consacré, donc il y a eu aussi des travaux qui lui ont été donc consacrés, bien sûr, un livre aussi. Oui, j'ai édité un livre en 2008. Il y a 50 sur sa vie. Oui, juste une petite biographie sur sa vie, plus 50 poèmes comme ça. Après, bon, moi, je ne peux pas faire quelque chose s'il n'y a pas une recherche sur la vraie recherche pour la personne. Pourquoi? Je ne peux pas donner n'importe quoi sur une personne, même si j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans. Mais
je voulais donner le vrai visage, le vrai combat, le vrai travail de Belhanafi à travers l'image et la voix. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé dans un temps, surtout pour la jeunesse, pour sauvegarder ce travail, son travail, c'est à travers l'image et le son. Voilà. Mais à travers comment? Mais à travers beaucoup de témoignages des artistes qui sont travaillés avec lui, des chercheurs aussi, qui sont fait des analyses pour sa poésie, voilà. Des gens, des militants de la cause berbère aussi, des collègues de la radio aussi, voilà. Voilà. J'ai essayé de faire tout ça. Alors, on va voir juste un extrait déjà de votre documentaire. J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes heureuse d'avoir pu réaliser ce documentaire. La vraie réalisation, c'est après, avec le public. Avec le public. Eh bien, Inch'Allah, il sera de plus en plus visible. En attendant, on donne la possibilité aux téléspectateurs de voir juste un extrait en exclusivité pour tous ceux qui ont connu, surtout, l'homme Mohamed Belhanafi à travers donc, ce documentaire intitulé L'histoire de l'homme. يوم دياز يكسرنا مكان يوم ديازين مشهورة سونت كي ثابونيت سنخ ميديم ضخ Rossiana qui pouvait apprécier Si Mohamed et apprécier Cheikh Mohamed, c'était bien Belhanafi. والدولة أنزوخ السقبيليس لنا أنت فهمت دي دونيس دي تربينا ذاويس افيك دو لادر أبارت قبيليس Belhanafi الجهة نظن تقيدا مزوارو تقيدا منزو يكشف من لوبيرا دالجي يكشف من الموغار يا خمسة كلا ولا تمزوروت لا ولو مسلي تاوان انت دي مزداغ الدريسه باللي اللي يخدم السفره نتا يفكاد يرفد تقبايليت C'est un forgeron, l'art de Noël. C'est une bibliothèque. احنا غتحنا في شنا قبايلي هذه مسلاي تاع قبايلي بور سي سا تقبايل هاي مركز مقران باب بوال باب تقبايليت فلاحتي استقبالي محمد بالحنفي سترجيون يحمل طمطوط سلوسا كما شكا الحنفي سقودي مد الإثمور ثوري بكرة يوني ورقز مرات الضرضرات في السنة الضرض الحنفي محمد الحنفي ذا حبيب قديم لكن يحمل يوزن غير شغل لا بروميير فوا ولا سيدات تمشي للراديو ميم لي بيل الراديو يقولها سي لي بيل يا ربي مسنا بالحنفي السنة سي نحلو ذيون مداني غياون مليح يعني وشي يزرع ويسن لمسلم. En tout cas, à travers donc, cette bande-annonce, on voit toute l'ampleur de ce travail que vous avez consacré à ce poète et surtout cet homme modeste. On disait qu'il était d'une modestie extraordinaire. Vraiment, vraiment, sincèrement. Oui, partout vraiment. Il allait, à la radio, il aidait les jeunes. Oui, bien sûr. Il n'a pas cette... il n'est pas complexé si il voyage dans un bus, en voiture ou là dans un marché. Il parle avec sa voix, il donnait des conseils, etc. sur l'histoire, etc. On voit tous les artistes kabyles majorité. Il n'y a pas un artiste kabyle qui peut dire que je ne connais pas Belhanafi ou je n'ai pas travaillé avec lui, ou même des chercheurs, etc. Exactement. Voilà. Et là, on voit tout l'ensemble donc, de ces témoignages, c'est colossal. Vous avez la crème de la crème, on va dire. Hein. C'est ça, oui. Merci. Ça commence par Item Gelet, ça se termine avec Idir, et tous les grands aussi, donc de la chanson. Hein. Bien sûr. Pourquoi? Parce que si on peut sauvegarder notre culture, comment on peut sauvegarder notre culture? C'est à travers, bien sûr, les témoignages des grands artistes, c'est tout à fait normal. Si on laisse son travail part avec lui, ça veut dire on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas dire à un jeune de 14 ans, après 20 ans, c'est qui Ibn Hanafi? Mais à travers l'image et à travers...
Si je dis que Belhanafi, oui, c'est un grand monsieur, d'accord, oui, mais c'est moi qui l'a dit. Mais si Ait Mguila, si c'est Athmani, si c'est Chif Hamani, c'est une autre personne, Youssef Nassib, c'est un grand écrivain. Beaucoup d'anthropologues aussi que vous avez donc oui, contactés. M. Sayad, Ali Sayad, voilà. Il y avait Idir que j'ai profité de l'occasion en 2015. J'ai enregistré avec lui sur un petit témoignage sur Belhanafi. Voilà. Ça veut dire, pour ma vision, ça veut dire si je peux sauvegarder quelque chose d'un poète ou d'un artiste, c'est tout à fait normal, il faut des recherches, c'est normal. Exactement. Et donc ce film documentaire aujourd'hui, vous voudriez donc qu'il passe un petit peu partout à travers donc le cinéma? Oui, oui, j'aimerais bien. Pourquoi? Parce que Belhanafi, en les années 68-69, c'est parmi les premiers qui a organisé des galas artistiques avec Athmani, Al-Mogar, Al-Atlas. C'est un rêve de lui rendre hommage à travers les salles de cinéma d'abord. Pourquoi? Pour donner aussi cette idée pour le public en famille, de voir un film documentaire sur Belhanafi. C'est ça, et bien entendu, s'enquérir un petit peu de l'ampleur du travail qu'il a donné pour cette jeune génération aujourd'hui qui s'imprègne aussi de ce travail. Bien sûr, un travail, on voit les caméramans, il y a une équipe technique, etc. Bien sûr, ce travail, je ne suis pas toute seule dans ce boulot. Hein. Il y a toute une équipe technique avec moi. Ça vous a pris quand même beaucoup de temps? Oui. Oui, bien sûr. Avant l'enregistrement, il y avait la recherche, etc. Bien sûr, bien sûr. Et à chaque fois, je trouve quelque chose, je trouve encore d'autres choses sur Et vous voulez rajouter? Bien sûr. Et là, ça y est, c'est fini. Bon, c'est pas fini à 100%. Pourquoi? Parce que je voulais que va être un bon travail, d'abord. Puisque Belhanafi il a toujours donné un bon travail pour le public. Vous êtes revenu sur son parcours donc de militant, vous êtes revenu sur son parcours aussi de producteur, de poète, et surtout toutes les émissions qui ont marqué aussi la radio, sa poésie, et surtout cette émission qui a marqué aussi des générations et des générations. Oui. Les chansons, les chanteurs de demain, c'était ça, celle qui a fait un petit peu toute sa renommée. Oui, on voit le témoignage de Chif Hamani qu'il est passé dans son émission Chnenouska, les chanteurs d'amateurs. Ça veut dire Belhanafi il a quelque chose de noble pour notre culture. Il donne gratuitement. Et il a révélé beaucoup d'artistes qui sont aujourd'hui de véritables talents sur la scène artistique algérienne. En tout cas, bravo pour tout ce travail que vous avez donc consacré et surtout que vous continuez à faire à travers votre émission en radio tous les samedis. Chaque samedi, de 22h à 23h. 22h à 23h, j'ai une émission artistique musicale, aussi de consacrer un peu sur notre patrimoine. Un exemple, l'histoire de Irbelen. Ça, c'est un exemple que c'est des artistes. On a tous grandi à travers cette tradition, bien sûr. Musicale. En même temps, de rendre un hommage pour nos artistes à travers, bien sûr, des témoignages de leurs collègues, d'autres artistes. Et aussi, pourquoi pas, de donner l'occasion à nos jeunes talents, de rendre aussi un hommage pour les grands. Voilà. Tout à fait. En tout cas, bravo à vous. Merci. Bonne chance. Et puis j'espère que donc ce film documentaire consacré à Mohamed Belhanafi, l'histoire de l'homme, sera bientôt visible et pourquoi pas à la télévision algérienne. Bien sûr, bien sûr. Parfait. Pas de souci. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon courage pour votre émission. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Voilà. On va continuer notre programme. On va se retrouver dans un tout petit moment notre invité. Mais avant, je vous invite à voyager à travers les belles images d'Algérie.
Voilà, et comme je vous l'ai dit, nous allons beaucoup parler de saison estivale et justement des préparatifs, surtout, et donc de la prévention routière. Et oui, avec notre invité, Monsieur Ahmed Neit El-Houssine, bonjour. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Là, Isselmek, marhaba bik, vous êtes donc le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière. On a pour habitude de vous recevoir au courant de l'année, bien entendu, mais c'est vrai que durant la saison estivale, il est important de rappeler et de donner comme consigne la prévention. Et surtout, en ce moment, avec ce contexte particulier, il y a eu le confinement, il y a eu le déconfinement, et donc aujourd'hui, les Algériens s'apprêtent aussi à vivre un été assez particulier. Alors j'imagine que les mesures ont été donc réfléchies et prises. Bon, tout d'abord, il faut préciser que le confinement a eu des retombées très bénéfiques sur la sécurité routière. Depuis l'annonce des restrictions en matière de déplacement, il y a eu une baisse de près de 50% des accidents corporels de la circulation routière. Voilà. On a obtenu durant les 5 premiers mois de l'année 2019. Il faut préciser que les 2 premiers mois ont été très sanglants en termes de décès et d'accidents. Mais à partir du mois de mars, on a eu une amélioration, une baisse de l'ensemble des indicateurs. Et là, on se retrouve au 5e mois de l'année, c'est-à-dire le bilan des 5 premiers mois, avec une baisse de près de 30% pour les accidents corporels, de 24% pour les personnes blessées et 16,36% pour les personnes décédées. Alors c'est vrai qu'il est bon de rappeler ces consignes, cette prévention, vous faites des bilans bien sûr, comme chaque année, mois par mois bien entendu, mais là, vous me disiez d'ailleurs au téléphone, est-ce qu'on ne va pas inviter les gens à sortir? Non, ce n'est pas le cas, mais plutôt rester dans la prévention. Rester dans la prévention et surtout, la saison estivale est connue par une forte mobilité. C'est ça. Notamment sur les régions côtières du pays. C'est une destination qui est prisée par l'ensemble des citoyens. Il y a un afflux vers la côte. Et là, lorsqu'il y a une forte mobilité, il y a forcément des accidents de la circulation routière. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous engageons constamment une campagne de sensibilisation. On a préparé pour cet été une campagne de sensibilisation, mais au regard de la situation un petit peu sanitaire, on attend un petit peu l'évolution parce qu'il y a un aspect communication, c'est des spots audiovisuels, des supports didactiques, etc. Mais en parallèle, on avait l'habitude d'organiser des caravanes de sensibilisation, des actions de proximité. Et là, s'il n'y a pas une évolution dans le sens positif de la situation sanitaire, ça va être pour nous compliqué de mener nos actions sur terrain. Et là, on va se limiter uniquement à nos actions de sensibilisation. C'est la raison pour laquelle nous insistons auprès des médias, etc., pour faire passer le message de sensibilisation pour atténuer un petit peu cette hécatombe. C'est vrai que nous sommes en pleine crise sanitaire, donc il est bon de rappeler encore une fois et faire parler de ces campagnes, parler de ces campagnes de prévention. Nous avons aussi un rôle à jouer pour ce qui est de cette crise sanitaire, rappeler les gestes barrières pour ce qui est de la sécurité, mais ne pas oublier qu'aujourd'hui, même au volant, il faut être prévenant, il faut être aussi faire attention à tous les gestes qui pourraient aussi apporter des dangers sur la route. Et bien entendu, c'est vrai que quand il y a eu les horaires, certaines villes qui ont été les couvre-feux, et surtout certaines villes qui ont été confinées, ensuite déconfinées, il y avait des horaires qui devaient faire peur peut-être aux automobilistes, il fallait faire vite, et donc encore à ce moment-là, il y avait des risques pris par les automobilistes. Bon, il y a des risques pris parce que la première infraction liée qui est à la cause la vitesse, c'est l'excès de vitesse. Toujours, c'est les manœuvres dangereuses, c'est le non-respect des distances de sécurité, c'est 96% des accidents, le facteur humain, le non-respect des règles de la circulation, il est prédominant dans les bilans de l'accidentalité. Mais il faut savoir également que la tranche horaire la plus accidentogène depuis des années, c'est la tranche horaire entre 18h
et minuit. Pourquoi ? Parce que, notamment au niveau des grandes villes, etc., c'est la tranche horaire où il y a une fluidité de la circulation et là où on peut pratiquer de la vitesse. Et là, l'accident arrive très vite. Parce qu'on a beau se dire qu'il y a une maîtrise, qu'on a un véhicule sûr, etc., mais l'accident est vite arrivé. Alors, vous avez donc mené des campagnes, et vous menez toujours des campagnes à l'arrivée de l'été. Cette fois-ci, ça va être un peu particulier. Il y a donc des plans que vous menez régulièrement. Est-ce que cette année, ça va être reconduit ou pas ? Tous les supports ont été préparés. Tous les supports ont été préparés et on avait préparé en parallèle également, c'est-à-dire une campagne dédiée pendant cette période estivale, dédiée aux chauffeurs professionnels avec en prévision d'un éventuel retour des transporteurs, notamment les transports interwilaya pour le transport de voyageurs et aussi pour les poids lourds. On a préparé un guide pour les chauffeurs professionnels et on a également préparé des outils didactiques de sensibilisation pour les automobilistes en prévision de la campagne estivale. Mais il y a toutes ces actions de proximité pour la distribution des supports, parce qu'on ne se limite pas uniquement à la distribution. Il y a des ateliers qu'on déploie pour des ateliers thématiques par rapport aux enfants, par rapport aux conducteurs, un stand de réalité virtuelle. On a l'habitude de mettre nos stands et de se déplacer au niveau des wilayas côtières tout au long de la saison estivale. Et vous avez comme alliés aussi les associations de protection et de la sécurité routière. Ils sont souvent sur nos plateaux pour pouvoir aussi communiquer à l'arrivée de l'été. Justement, et c'est-à-dire on s'appuie sur le tissu associatif. Mais même les associations sont dans notre cas, parce que les associations vont vers les citoyens, etc., pour la sensibilisation. On va être très limité s'il n'y a pas une évolution de la situation sanitaire. On va être très limité dans notre plan d'action, mais on essaiera d'intensifier un petit peu les campagnes de communication à travers notamment la télévision et la radio. Voilà, vous êtes tributaire aussi de l'évolution donc de la situation avec les cas aussi. Donc le ministère de la Santé qui communique régulièrement autour de l'évolution bien entendu des cas et surtout de nombre de cas qui sont donnés chaque soir, bien sûr, à la télévision. Alors vous êtes là aussi pour parler donc de ces campagnes et bien entendu de tout ce que vous avez mené tout au long de l'année avec la DGSN sur différents fronts, parce que vous êtes sur la sécurité routière et la prévention routière, mais toute la DGSN était là pour assurer une sécurité. Aujourd'hui, avec cette crise sanitaire qui a été donc particulière, beaucoup de choses à gérer sur la route aussi. Vous me parlez avec mon ancienne casquette de policier, parce que là, c'est-à-dire au niveau de la délégation, on a le projet qui a été initié justement pour la mise en place de cette délégation et dont les textes ont été récemment promulgués et que son action a été également stoppée à partir du mois de mars, c'est un organe intersectoriel. On travaille avec l'ensemble des partenaires, avec nos collègues de la gendarmerie nationale, la sûreté nationale, le ministère de la Santé, les transports et travaux publics, etc. C'est un phénomène, c'est-à-dire transversal, ce qui touche à de nombreux domaines. Lorsqu'on parle d'un accident de la circulation, il y a l'éducation nationale, il y a le ministère de la Santé pour le suivi des blessés, etc. Il y a la protection civile, il y a les services de sécurité, bien évidemment. Il y a d'autres départements qui interviennent dans cette politique nationale de sécurité routière. Donc, c'est un dossier un petit peu transversal pour lequel nous appuyons sur de la concertation et la coordination intersectorielle. Pour ce qui est des activités, nous avons mené durant cette dernière année de nombreuses actions de sensibilisation à l'occasion de la rentrée scolaire. C'est la rentrée sociale. C'est toujours votre cheval de bataille aussi pour assurer une très bonne rentrée scolaire. Et encore une fois, à l'approche des examens, comme chaque année. Bien sûr. Là, ça a été donc retardé au mois de septembre. Ça a été retardé au mois de septembre. Il y a toujours des campagnes pour la rentrée sociale et la rentrée scolaire, parce qu'il y a
énormément de mobilité. Nous nous appuyons sur le bilan statistique des accidents pour identifier d'abord les périodes pour lesquelles on doit initier une campagne. Et agir, aussi en prévention. Voilà, agir en prévention. Il y a le mois sacré de Ramadan. On mène des campagnes pour le mois sacré de Ramadan, la saison estivale bien évidemment. Je pense que cette fois-ci, pour le mois de Ramadan, ça a été aussi particulier. Ça a été très particulier également. Ça a été baisse Oui, il y a eu une forte baisse des accidents durant le mois sacré de Ramadan. Cela, bon, est dû bien sûr aux mesures de confinement, au couvre-feu qui a été instauré, et ça a été très bénéfique pour la sécurité routière. Voilà, et puis bien entendu continuer sur cette lancée et surtout assurer une sécurité pour les automobilistes, les citoyens bien entendu. Alors avec aussi ces surveillances, parce qu'il y a donc le couvre-feu, donc surveiller aussi les personnes qui ont des attestations pour pouvoir circuler. Oui, bien évidemment, il y a une réglementation et une réglementation qui a été, des décisions qui ont été prises. Les contrôles s'effectuent de manière drastique. En attendant, bien sûr que cette situation s'améliore, évolue dans le bon sens, Inch'Allah. Vous êtes là pour assurer, bien sûr, la sécurité et la prévention, surtout au niveau de nos routes et sur tout le territoire national. Oui, pendant ce temps, on a profité pour compléter un petit peu l'organisation interne de la nouvelle délégation, parce qu'il y avait des arrêtés interministériels qui devaient être promulgués, etc. On a pris le temps pour mettre en place l'organisation interne de cette délégation. Il faut savoir qu'on est en train de réviser la loi sur la sécurité routière. C'est une commission qui a été instituée au niveau du ministère de la Justice avec un durcissement des sanctions pour les chauffards, notamment pour les infractions génératrices d'accidents et les délits routiers. Il faut être plus sévère, plus ferme, plus sévère, parce que lorsqu'on voit un petit peu des comportements criminels sur nos routes, il faut qu'il y ait des peines, c'est-à-dire adaptées à la mesure des comportements qui mettent la vie des autres usagers en danger. Voilà. Et puis vous avez continué, vous allez peut-être continuer à le faire. Il y a eu une période où c'était donc le matraquage médiatique avec des images quand même chocs qui pouvaient donc faire peur peut-être. J'espère que ça a été donc le cas. Est-ce que ça a fait peur vraiment aux automobilistes? Lorsqu'on se base sur les résultats obtenus, bon, depuis la prise en charge du dossier sécurité routière par le ministère de l'Intérieur en 2016, il y a eu une baisse constante des indicateurs de l'insécurité routière. En 2015, on avait déploré 4500 morts sur nos routes. En 2019, on est descendu à 3200. Il y a eu presque 1400 vies épargnées sur une période sur une période de 3 ans à peu près, de 2016 à 2019. C'est-à-dire il y a eu une baisse de près de 40% pour le nombre de décès. Dans d'autres pays, c'est vraiment une prouesse. C'est le résultat d'un engagement des services de sécurité et aussi du matraquage médiatique et de la sensibilisation, des actions de sensibilisation qui ont été menées durant ces dernières années. C'est des activités qui ont été payantes pour la sécurité routière, puisqu'il y a eu une amélioration constante. Lorsque je vous parle du bilan des 5 premiers mois de l'année 2020 comparativement à celui de 2019, et on enregistre une baisse, il faut savoir que 2019 a été la meilleure année de la sécurité routière depuis plus de 20 ans. Il faut revenir aux années 90 pour avoir le même bilan de celui de 2019. C'est-à-dire qu'il y a eu des progrès, mais on n'est pas satisfait. Bien sûr. Vous restez toujours vigilant de toute façon. On reste toujours vigilant et le bilan est toujours lourd. Lorsqu'on parle de 3200 décès pendant une année, c'est vraiment... Il y a toujours des imprudents sur la route, il y a toujours des personnes qui font d'excès de vitesse. Il y a toujours des imprudents, il y a toujours des dépassements, etc. Et le chantier de la sécurité routière est un chantier complexe. On doit s'attaquer d'abord aux aspects liés à la formation, à l'obtention du permis de conduire.
On doit améliorer notre système de collecte des données pour mieux comprendre ce phénomène. On doit aller impérativement vers des systèmes automatisés de sanctions à travers les caméras, à travers les radars, etc. Vous êtes justement bien équipé dans ce contexte-là. Justement, il y a les équipements sont là, mais il faut réguler la circulation routière, pour la réguler. Les points rouges. Voilà. Et c'est-à-dire il faut aller vers ces systèmes automatisés pour assurer une surveillance constante des usagers de la route. Et là, c'est des chantiers prioritaires pour cette nouvelle délégation nationale à la sécurité routière. Et on s'attellera, Inch'Allah, à mettre en place tout ça. Voilà. Alors cet été s'annonce, Inch'Allah, bon en matière donc, de prévention de sécurité routière avec toutes vos équipes sur le terrain. Inch'Allah, s'il y a une amélioration de la situation sanitaire, on sera sur le terrain pour mener nos actions auprès des citoyens et auprès des usagers de la route. Voilà, bravo à vous en tout cas pour l'ensemble de vos travaux et surtout votre travail quotidien. Ça ne s'arrête pas uniquement à la saison estivale ni pour Ramadan, mais tout au long de l'année, vous êtes là pour renforcer donc tous vos efforts et vos équipes pour travailler pour assurer une sécurité routière. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, Monsieur Ahmed Naït El-Hassine, vous êtes directeur du Centre national de prévention de sécurité routière. On vous dit bonne chance et bon courage pour vos travaux. Merci. Allez, à très bientôt. Restez avec nous. On va suivre tout de suite un reportage signé Hafef Belhouchet qui a rencontré pour nous Monsieur Djilani Maachi qui lui donc, a eu un prix pour l'ensemble donc, de son travail. Il a participé à un concours international et il a eu donc le premier prix. Regardez sur ce reportage dans le domaine de la coiffure. Après le coup d'envoi du déconfinement graduel en France, les commerces parisiens semblent encore ankylosés. Et pour cause, à l'absence des touristes s'ajoute celle des Franciliens, dont 1 sur 10 s'est réfugié dans les campagnes depuis le 17 mars. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment une forte reprise. Au moment, elle est plus ou moins moyenne. Djilani Maachi avait pourtant tout prévu avant l'annonce du déconfinement partiel afin de respecter les mesures de distanciation sociale et sanitaire et d'assurer la sécurité de ses clients et personnels. Au niveau sécurité, il y a déjà la séparation des fauteuils. Tout ce qui est linge, je l'ai complètement changé parce que c'est que du jetable maintenant, peignoir jetable, serviette jetable. Je fournis aussi les masques, j'ai des gels. Un investissement au coût élevé qui alourdit la baisse déjà abyssale de son chiffre d'affaires, estimé à l'instar de la majorité des commerces parisiens à 80% et 41% pour les commerces alimentaires. En perte, là j'ai perdu, sur les deux mois, j'ai perdu plus de 50 000 €. Ça va faire un sacré trou dans les câbles. Djilani Maachi peut compter sur sa notoriété. Coiffeur de stars et de personnalités depuis une trentaine d'années, élu meilleur coiffeur de France en 2020, il mise sur la vente en ligne de ses gammes de produits de beauté au succès avéré. Et pourtant... Beaucoup de personnes aujourd'hui adorent le toucher du produit. Maintenant, on ne peut plus toucher pendant cette période de crise. On n'a pas le droit de laisser les gens prendre le produit en main et le reposer. Là, j'ai une vente en ligne sur mon site d'internet où les gens peuvent consulter mes produits et les commander. Bien que de nature optimiste, Djilani Maachi ne croit pas à la reprise économique du secteur dans l'immédiat. Je pense que ça va, d'ici la fin de l'année, début 2020, je pense qu'on va tout rattraper s'il n'y a pas de deuxième vague. À défaut, l'initiateur de la Full Moon Party, concept qui consiste à couper les cheveux en plein air toute la nuit à chaque pleine lune, peut compter sur son inventivité pour influer sur l'avenir. Voilà, l'homme de la pleine lune, c'est comme ça qu'on le surnomme. En tout cas, bravo à lui. Eh bien, on va donc accueillir notre invitée, qui elle est donc une consoeur aussi de la presse écrite. Le journal Chab, elle est la représentante aujourd'hui du journal Chab. Elle représente donc aussi, elle est chef de rubrique donc au niveau donc du journal de ce quotidien. Eh bien, bonjour à vous, Habiba Gharib. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci à vous pour nous avoir adressé l'invitation. Marhaba bik. Alors, on parle beaucoup ce matin de saison estivale et surtout donc du programme de saison estivale, de la saison estivale un peu particulière cette année, oui. Avec bien sûr tout ce travail colossal qui est donc consacré à la recherche, à la détente aussi, à faire niente aussi, pour beaucoup de lecteurs du journal, du quotidien.
Cette année, avec la crise sanitaire provoquée par le Covid, il y a l'annulation de pas mal, enfin, je dirais de la majorité des activités culturelles, théâtre, cinéma, salons, expositions artistiques. Donc, je crois que tout le monde va se rabattre sur la lecture, ou bien sur les émissions numériques. Donc, à notre niveau, Journal Chab, c'est un peu riche. Et on va encore bosser plus cet été apparemment. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, comme c'est l'été, nous avons, si vous permettez une petite présentation, nous avons éventuellement 1 à 2 pages jour. Une page variée d'informations culturelles, portraits, présentations artistiques, littéraires. Et nous avons aussi le dossier culturel. Chaque lundi, on présentait une thématique précise, un débat autour d'une thématique précise aux lecteurs avec divers intervenants. Et comme l'été, ce dossier s'arrête l'été et on reprend normalement avec, on revient à nos 2 pages. On a la page qui reste le coin hebdomadaire Fawanis, qui est un espace dédié à la créativité culturelle. On donne la chance aux talents, aux jeunes, aux auteurs de publier leurs œuvres, ceux qui n'ont pas les moyens de publier ailleurs. Voilà. Oui. C'est très difficile de pouvoir travailler. C'est vrai quand vous parlez donc de culturel et surtout de la culture qui est pratiquement à l'arrêt. En ce moment, il n'y a pas de grandes manifestations, encore une fois, pour assurer la sécurité des citoyens, pour prévenir en tout cas la propagation donc, de ce virus aujourd'hui. Pour nous aussi, c'est difficile. Les médias lourds qui avons l'habitude nous-mêmes pour une émission culturelle de pouvoir donc travailler énormément sur les couvertures, essayer donc d'avoir des invités qui parlent de leur projet culturel. Donc là, c'est un petit peu difficile de travailler. Le grand défi maintenant, c'est de créer l'information. C'est de créer une animation culturelle, chacun à son niveau. Donc, à notre niveau, Journal Chab, on a ouvert l'espace pour les contributions. Les contributions de pensée culturelle, artistique. Et elles viennent d'académiciens, d'auteurs algériens et étrangers aussi, et arabes, parce que la lecture n'a pas de frontières et on essaie de s'ouvrir sur tout le monde, bien sûr. Il y a aussi le coin pour les jeunes talents. On essaie d'encourager au maximum ces jeunes talents, leur offrir cette jeune plume aussi. Et il y a de belles choses, pour l'avenir culturel algérien, Inch'Allah. Inch'Allah. Aussi, donc, on a parlé de Fawanis. Là, on publie la poésie populaire, les petites histoires, les histoires courtes, le khawatir, les pensées aussi. Et ça encourage. Aujourd'hui, la force, bien sûr, d'un journal, c'est de pouvoir avoir des correspondants un petit peu partout, sur tout le territoire et même au-delà, pour pouvoir rapporter l'information. D'où est-ce qu'elle est? Généralement, nos correspondants, comme on a quelques correspondants, bien sûr, nos correspondants sont à cheval sur la question parce qu'on s'est donné comme mot d'ordre d'encourager le maximum. Et la culture n'est pas dans les grandes villes, n'est pas sur Alger aussi. On a un trésor de talents, on a un trésor d'auteurs, de cinéastes, de musiciens qui sont marginalisés quelque peu. Pas mis en lumière, parce qu'ils n'ont pas souvent la chance d'être invités, de participer. Alors c'est nous qui s'invitent chez eux. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de montrer et d'aller dans des régions lointaines et décortiquer certaines choses et surtout montrer un savoir-faire bien de chez nous. Par exemple, si vous voyez j'invite les téléspectateurs à consulter le journal Chab. Aujourd'hui, on a le dernier dossier culturel de la saison. Alors, on a une artiste peintre de Wergla. On a un constructeur de gomberi, d'instruments de musique traditionnels à Tindouf. Et on a un jeune talent qui a le Nadir de Constantine. Donc voilà, on a une diversité
de thèmes et surtout d'artisans et d'artistes qui viennent de partout, que ce soit Wargla, que ce soit donc un artisan qui fabrique à l'ancienne le gambri. C'est aussi rappeler encore une fois la richesse de notre patrimoine. Ce genre de gens qu'on voudrait encourager. Parce qu'il faut aussi encourager notre patrimoine matériel et immatériel. C'est ça. Voilà. Et puis bien entendu, consacrer beaucoup plus de temps aussi donc de chroniques à notre patrimoine et faire reluire bien sûr patrimoine immatériel, matériel et bien sûr aider les journalistes à trouver des sujets et des thématiques. Je crois que les sujets, les thématiques ne manquent pas. Il y a aussi un autre point, comme on a le forum du journal Chab, on va consacrer quelques numéros à la culture, bien sûr. On va traiter de certaines questions culturelles et ça va être des surprises pour nos lecteurs, Inch'Allah. Et bien entendu, l'actualité qui reste au devant de la scène, toujours à la une. L'évolution aussi de cette pandémie mondiale. Qui a été un peu bénéfique, je crois, pour le monde de la culture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas cette chance de participer au festival, de participer aux rencontres. Et maintenant, ils sont en train de faire leur promotion sur le net. Et ce sera aussi l'occasion pour vous de revenir sur les interviews emblématiques aussi qu'a consacré le journal à de grandes personnalités de la culture algérienne. Oui, on le fait souvent, on le fait toujours aussi. Et on va renforcer le rythme cet été, Inch'Allah. Voilà. Et la presse électronique, bien sûr. Bien sûr. Le journal est visible. Oui, je lance une invitation à nos lecteurs à nous suivre et à vos téléspectateurs aussi, à nous suivre sur la version papier, le site électronique du journal et notre page Facebook. Alors pour cette année, c'est vrai qu'on avait pour habitude aussi de filmer et surtout d'aller faire les couvertures de grands festivals que nous avons l'habitude de retrouver chaque année. Là, ça va être différent. Donc pour vous, vous allez faire comment pour combler tout ce vide-là de ces festivals? Je vous ai parlé, on va créer une animation, donc on va créer des thématiques et on va utiliser les nouvelles technologies. Oui, mais aussi on peut inviter les gens à notre rédaction, bien sûr en respectant les mesures de prévention. Sinon, on utilise les réseaux sociaux, on utilise la technologie. Alors, il y a aussi, bien entendu, ce volet aussi astuces, ce volet où vous consacrez aussi à l'été, à chaque saison, bien sûr, sa thématique. Là, encore une fois, l'été, est-ce qu'on parlera de plage? Est-ce qu'on parlera aussi de sortie? Est-ce qu'on parlera? Est-ce qu'on aura cette possibilité de le faire? On espère que les choses vont évoluer. Vont évoluer positivement. Positivement, pas dans le contexte sérologie, positivement. Donc, les gens vont se conformer aux mesures de prévention et faire attention qu'on aura une baisse de cas. Et puis que le retour à la normale, on a besoin de ce retour à la normale impérativement. Nous avons un rôle très important à jouer, nous-mêmes médias lourds, presse écrite, pour rassurer aussi, que ce soit le lecteur ou le téléspectateur, informer aussi. Et bien entendu, donner des chiffres. Informer, donner des chiffres, mais aussi le citoyen, c'est vrai. De ne pas l'inciter. De ne pas l'inciter et puis lui donner de quoi s'occuper aussi, de quoi occuper son cerveau. Donc il faut avoir une bonne matière culturelle, avoir de belles émissions à notre niveau, de belles émissions à votre niveau aussi, et de le laisser... S'il ne peut pas aller à la plage, il faudra lui donner une matière à voyager à travers nos écrits, à travers nos émissions. C'est ce que vous faites régulièrement? Oui. Vous les incitez chaque jour à voyager à travers vos pages? Oui, on leur fait découvrir un auteur, on leur fait découvrir un livre, on essaie de leur faire découvrir un film, pourquoi pas parler de la chose qu'il pourra visualiser et lui donner à penser, à réfléchir. On aimerait bien avoir cette possibilité de recevoir le jour du forum, de recevoir leurs questions à l'avance et pouvoir y répondre. C'est vrai que vous avez régulièrement, vous animez bien sûr des forums régulièrement au sein donc de votre rédaction pour être au plus proche de vos lecteurs. De nos lecteurs. Bien sûr. Alors peut-être une chronique qui va marquer cet été au journal?
Je vous laisserai découvrir. D'accord, ok. Ça va démarrer bientôt, Inch'Allah, et il y aura de belles surprises. Inch'Allah. En tout cas, bravo à vous, bon courage. Merci surtout, à vous. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Parler de saison estivale à travers, bien sûr, les colonnes du quotidien Chab. Merci. Je rappelle, Habiba Ghrib, vous êtes chef de rubrique au niveau donc, du journal Chab, chef de rubrique culturelle. Merci. Merci à vous et bonne journée à vos téléspectateurs et au peuple algérien. C'est très gentil. À très bientôt. Restez avec nous. On va suivre tout de suite un reportage qui nous incite à la formation au jardinage pour les jeunes aux besoins spécifiques. C'est donc un sujet qui est signé Fariel Hamdi. Nous les avons rencontrés à l'Institut de technologie moyen agricole de Hrawa. Des jeunes à besoins spécifiques venus tout droit du centre pédagogique pour enfants inadaptés de Zarzouria, commune de Ain Taya. 2 fois par semaine, ce groupe se déplace pour quelques heures de jardinage. C'est une expérience de longue durée. En 2006, on a commencé à faire, on s'est lancé dans cette formation. Il y avait la première formation, c'était avec l'ANIT, l'association trisomique d'Alger. Et là, ils sont venus au hasard, ils ont dit, est-ce qu'on peut envoyer nos enfants se former dans le jardinage? Nous ne sommes pas formés pour ça, il faut le dire. Mais on a foncé, on a pris une année et ça nous a tellement plu qu'on s'est dit on n'a pas le droit de s'arrêter maintenant. Donc chaque année, on cherche une école. On est passé par Ben Aknoun, on est passé à Ruiba. Maintenant, nous sommes dans l'école psycho-pédagogique de Zarzouria, juste à Ain Taya. Cette formation en jardinage leur permet de communiquer, de se sentir utiles et autonomes. Ils sont là pour faire le b.a.-ba de l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faire le semis des graines convenablement, ils sont là pour connaître le désherbage, pour connaître les techniques de multiplication, quelques techniques de multiplication parce qu'on a peur pour ces enfants, l'utilisation du sécateur, du greffage, donc on n'ira pas jusqu'au greffage. Mais on leur apprend de façon à ce que cet enfant, une fois qu'il a fini son année et qu'on lui donne une attestation de formation, cet enfant est habilité, sera habilité à être recruté dans des centres, dans des écoles, dans des instituts. L'État nous demande, on a le droit de recruter un enfant 1% sur le... Voilà. Donc nous essayons, nous sommes en train de faire le nécessaire pour garder un enfant cette année chez nous. Mais là, on le fera avec l'aide de la directrice de l'école. Yasser, Hakim, Mustafa et Houari sont là. Ils partagent des heures de joie et de bonheur. يجيبونا ل 4 و2 4 و2 واش ديروا كاع؟ هذا دروك قبلنا الليل وقبل قبلنا الليل ودرنا الكرافي باش الماء ما يتحجرش والتربه نديروا التربه تاع الحمراء تاع الجردينه ونديروا خلطوا معها التيرو وديروا التربه تاع الواد التربه تاع الرمل ما نديروها نديروا تاع الواد خاطرش تاع الرمل التربه تاع البحر مالحه نديروا تاع الواد ماشي مالحه. صح. قول لي ياسر احكي لي على لي بلانت اللي راكم تغرسوهم، تعرف هكذا كلكو بلانت؟ ديامون غرسنا ورسنا هاوليك الورد اللي هي هذاك اللي هي هذوك اللي في الصندوق غرسناهم. صح. وكيفاش تحس روحك وانت هنا مع الزملاء تاعك في يعني كما نقولوا حنا في الطبيعه؟ مليحه. قالوا لي بلي ياسر يحب بزاف الطبيعه صح؟ ايه مليحه ايه. كيفاش تعجبك الطبيعه؟ مليحه الجارديناج جاده. دونك مصطفى احكي لي جوستومون راكم تجونا 2 خطرات في السمانه هكذا مصطفى باش تتعلموا تغرسوا الجارديناج. جارديناج. احكي لي شويه مصطفى كيف راهي لامبيونس هنا عندكم؟ عندنا هذه نقص نتقبوها من قبل باش كرافي باش ديروها تراب ومن بعد الزرجه هذه تفرغ ديرو في الماء ديرو التراب ومن بعد ديرو الماء.
Dans cet espace, les végétaux sont mis en place. Les couleurs sont de mise. Pour ces jeunes, le jardinage fait aussi travailler la mémoire, mais également la patience, la créativité ou encore la concentration. Souhila Yacoubi, grande connaisseuse en horticulture et botanique. C'est une femme passionnée et passionnante. Ma relation, ça date pas d'aujourd'hui aussi, ça fait 3 ans, 4 ans de cela. Hein. Oui, d'ailleurs j'étais la première à les former, moi et une collègue à moi aussi. Donc j'ai l'habitude de cette... Ils sont comment? Ils sont très tendres aussi, attentifs, passionnants, ils sont câlins aussi, vraiment. J'ai pas de problème avec eux. Ils apprennent facilement. Ça va. Il y a toujours enfin, une différence entre eux, mais quand même, ils aiment bien apprendre, très heureux quand ils viennent. Ils se sont habitués à moi aussi. Donc, j'ai pas de problème avec eux. Et la relation entre tout ce qui est plantes, d'ailleurs, les couleurs, ça leur attire. C'est attirant, c'est relaxant aussi, ça leur distrait. Donc, il y a une bonne relation. D'ailleurs, je suis formatrice aussi en utilisation des végétaux. C'est comment utiliser les végétaux au niveau des aménagements. D'ailleurs, même j'ai des cours de couleurs. C'est une matière très importante dans les aménagements d'espaces verts. Bénéfique pour chacun, le jardinage est de plus en plus reconnu comme étant une activité curative pour les petits maux, mais aussi pour certaines maladies plus pesantes. En tout cas, oui, un beau reportage qui nous a permis aussi de voir que le jardinage, c'est une affaire de tous et tous ces jeunes s'intéressent au jardinage. C'était un reportage qui avait été réalisé, bien sûr, avant tout ce confinement et surtout le Covid-19 qui a permis à ces jeunes de sortir et de ne pas avoir peur de cette distanciation physique. Ils étaient là, ils ont travaillé et j'espère on les salue. S'ils nous regardent et qu'ils se revoient, ils seront très contents de se revoir. On l'accueille comme il se doit, c'est Mariam Moussaïd. Bonjour Mariam. Bonjour Ahmed. Comment ça va? Très bien. Alors cet été s'annonce ensoleillé. Oui. J'espère avec moins de cas possibles. Inch'Allah. Espérons, ça fera du bien à tout le monde. Essayons d'espérer un retour à la normale, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, en attendant, pour ceux qui sont confinés chez eux, ils pourront se régaler à faire du jardinage. Exactement, se mettre au jardinage, puisque peut-être quand, avant tout ça, on n'avait pas trop de temps, on était tout le temps en train de courir dans tous les sens, on avait beaucoup de choses à faire. Peut-être que maintenant, on a un peu moins de choses à faire, on pourra se mettre au vert. Voilà, se mettre au vert, pourquoi pas. Exactement. Dans le reportage, on a vu en tout cas ces jeunes qui sont très très doués, ils ont bien appris et ils sont passionnés aujourd'hui de jardinage. C'est aussi peut-être, ça va révéler peut-être de nouvelles envies de faire du jardinage. Des nouveaux passionnés, des nouveaux jardiniers, oui, on l'espère et en plus, on va dire que ça commence à devenir inévitable, Amel. De belles vocations. En tout cas, il y en a de plus en plus. Hein. Oui. Quand vous allez dans des pépinières, vous trouvez tout ce beau monde passionné de plantes. Et en plus de tout âge, hein. Pendant un certain temps, on pensait toujours que c'était des gens qui étaient à la retraite, qui avaient un certain âge, qui se mettaient au jardinage. Mais maintenant, on retrouve que les jeunes commencent à s'y mettre et ils ont cette espèce de patience de planter des choses et que ça ne soit pas toujours aussi pas rien que des fleurs ou des plantes. On se met un petit peu à avoir des... comment dire ça, à essayer de faire son petit potager, mais je dis petit, dans le balcon, pourquoi pas. C'est tout l'intérêt aujourd'hui de l'esprit aussi de bon nombre d'écologistes qui sont là à nous faire un retour au jardinage urbain. Exactement. Et il y a vraiment un engouement pour ça, Amel. Et les nouvelles techniques aussi, maintenant, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile qu'autrefois, parce que tout simplement, alors le terreau et les substrats sont disponibles, parce que généralement, quand on a des petits balcons, on ne va pas mettre de la terre et alourdir les balcons, ou alors même à l'intérieur. Donc, alors le substrat est là, les pots aussi,
les graines, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas trouver de graines. Tiens, ça fait penser que dernièrement, j'avais rencontré une téléspectatrice au marché qui cherchait la ciboulette. Donc, elle demandait aux marchands qui vendent la chiche, Magnos et tout. Elle m'a dit, où est-ce que je peux trouver la ciboulette? Donc, moi, j'étais là. Le monsieur l'a regardé comme ça, il n'avait pas vraiment compris. Alors, je lui ai donné l'adresse. Je lui ai dit, ben, vous allez dans des pépinières. Je lui ai dit, vous trouverez les semis. Je lui ai dit, pour trouver la ciboulette, comme ça, comme on trouve la coriandre ou le persil, vous ne le trouverez pas. Mais vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Elle était vraiment contente. Et avoir un petit potager. Exactement. Et moi-même, j'ai de la ciboulette sur mon balcon. Bah oui, donc, moi, ça pousse. j'ai planté aussi le kasbar. Donc Voilà. j'avais aussi C'est chez moi, juste à côté. Oui, voilà. Donc franchement, surtout les herbes aromatiques, les plantes aromatiques sont très prisées. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Il faut le dire. On va pas. Qu'est-ce qu'on est content quand ça montre le bout du nez. Exactement. Ah, on arrose et puis tout d'un coup, vous avez des petits plants comme ça qui commencent à pousser. Et ça prend très bien parce qu'il faut dire que quand même on a des étés qui sont très longs, on a des printemps qui sont très doux. Donc vraiment on peut commencer très tôt. Alors personnellement j'ai planté. Par contre l'été ça chauffe. L'été ça chauffe, il faut faire arroser. attention. il faut essayer de mettre à l'abri parce qu'il y a certaines plantes qui aiment le soleil et d'autres un peu moins. Donc ça reste quand même un super beau passe-temps. C'est très satisfaisant même si on enlève 2 feuilles de basilic, même toutes petites, mais ça fait quand même tout le secret est dans l'entretien. Continuez toujours à faire de l'entretien, retourner la terre, essayer donc de rempoter. C'est tous les conseils que vous nous donnez régulièrement. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Donc enlever les mauvaises herbes aussi, toujours essayer. Bon, désherber. Oui, désherber, mais vous savez, il y a certaines mauvaises herbes qui sont pas si mauvaises que ça. On a tendance un petit peu, à se tromper. Par exemple, on enlèvera du pissenlit très souvent. Je trouve plein de pissenlit dans mes pots, mais je les enlève pas, je les laisse. Ce pissenlit, c'est cette fameuse plante qu'on soufflait comme ça et ça. Exactement. La neige, ça fait de la neige, c'est ça? Oui, quand on ça. était jeune. Hein. Oui, exactement. Et donc en fait, c'est une plante qui se mange. C'est comme une petite salade. On peut récupérer les tiges, les feuilles, et en faire des salades. J'ai du pourpier aussi. Donc le vent me ramène des graines de pourpier. Donc quand ça pousse, je ne risque pas de l'enlever. Je le laisse. Je me fais des petites salades avec du pourpier. Donc voilà, il y a certaines mauvaises herbes qu'il faut. Belles tomates cerises. Oui, alors là, vous avez planté des tomates cerises. Ça, on le sait parce que entre collègues, elles se sont échangées les graines. Exactement. J'ai même donné quelques petits plants. Oui, quelques petits plants à mes collègues. Donc j'ai semé beaucoup et ça me fait de la peine en fait d'éclaircir et de jeter. Donc ce que je fais, je mets de côté et j'offre. C'est très pratique. Alors aujourd'hui, vous nous avez ramené une plante. Elle est jolie comme ça. Vous avez pris juste une tige pour nous expliquer ce que c'est comme plante. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante grimpante qui est la passiflore. Donc une très très belle plante qu'on peut avoir ou dans notre jardin ou même dans un balcon. Il faut savoir qu'on peut la mettre dans un balcon pour la simple et bonne raison que ça ne ressemble pas au lierre, ça ne va pas prendre des proportions comme le lierre, ça peut aller sur des dizaines de mètres de hauteur. La passiflore ne dépassera pas les 5 mètres. Bon, quand elle est plantée dans un jardin ou en extérieur. Par contre, si on la laisse dans notre jardinière à la maison, alors là, nous, on pourra, on va dire, maîtriser la hauteur et son évolution. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle est florale. Voilà, elle est florale. Donc la fleur de la passiflore est magnifique. D'abord, elle est exceptionnelle vu sa taille parce qu'elle est très grande. Il faut savoir qu'elle ferait jusqu'à 10 cm de diamètre. C'est quand même très, très grand. Et surtout, elle est odorante. Elle est odorante. Donc quand vous passerez à côté d'un muret où il y aura de la passiflore, même si vous ne l'avez pas vue, son odeur vous arrivera. Donc c'est magnifique. Dites-nous tout sur cette plante. Comment est-ce qu'elle se plante? Comment est-ce qu'elle s'entretient? Alors la passiflore est une plante qui ne demande pas trop d'entretien. C'est assez facile ça pousse rapidement. Ça pousse, vous la mettez en semis? Exactement, ça pousse rapidement pourvu qu'elle ait les conditions qu'il lui faut. Donc c'est au départ, les 2 premières années, c'est une plante qui va aimer l'arrosage, donc elle va aimer avoir un peu les pieds dans l'eau. C'est comme toutes les lianes. Voilà, exactement. Donc elle fait des espèces de petits rejets pour s'accrocher. J'espère qu'on va le voir. On va voir. Généralement, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'elle ait toujours un tuteur. Donc toujours quand on met une passiflore, on mettra ou un grillage ou un petit ou un petit mur bout de bois. Voilà. Qui est exactement granulé. Exactement. Et même si elle s'accroche à d'autres plantes, elle ne va pas l'étouffer, ou comme fait par exemple la glycine. Par contre, la glycine, c'est assez dangereux. Si vous la mettez à côté d'un arbre ou autre chose comme ça, elle va s'enrouler, exactement. Elle va s'enrouler et surtout le bois durcit. Donc c'est ça qui fait qu'elle finit par étouffer la plante sur laquelle elle s'accroche. Bien que c'est la glycine, c'est une plante que j'aime beaucoup. C'est magnifique. C'est très ça sent bon aussi. Hein. Aussi, exactement. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que ça va être le moment de la bouturer. Donc
Si vous ne la trouvez pas en pépinière, vous faites comme je fais moi. Donc s'il y a une petite branche qui dépasse, vous aurez juste à prendre un petit bout. Ce qu'il faut faire, c'est que quand on veut faire des boutures, on ne prend pas énormément, on ne va pas prendre tout ça. On prendra juste la tige terminale et qu'on va effeuiller. On va essayer Il est important d'effeuiller, hein, c'est pour donner un peu plus de vigueur à la plante pour qu'elle puisse reprendre. Tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste, on va dire 10 à 12 cm, donc la fin de la branche. Et là, on mettra dans du terreau. Ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera toujours de lui donner plusieurs heures d'ensoleillement par jour, surtout pour les boutures. C'est le moment de le faire, il fait chaud, donc ça prendra très très bien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plante qui nous vient d'Amérique du Sud. Il existe énormément de variétés. Ça s'appelle la passiflore, mais on l'appelle aussi la fleur de la passion, par rapport à la passion du Christ. Donc en fait, la forme de la fleur a des espèces de des petites tiges, des petites épines. En fait, c'est pas des épines. Quand c'est la fleur, c'est des espèces de petites de pointe. Voilà, de pointe. Donc qui ressemble à la couronne qu'avait le Christ. Donc c'est pour ça, c'est toujours une plante qui a un lien avec cette histoire-là. Voilà. Alors, elle nous donne aussi des fruits. Pas toutes les variétés, ça il faut le savoir. C'est pas toutes les variétés qui donnent des fruits. Donc le fruit de la passion, tout simplement. Donc hélas, on n'en a pas. On n'en a pas ici chez nous. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être personne n'a pensé à le faire. Ça serait bien, oui. Comme le kiwi, c'est un peu pareil. Donc assez facile à cultiver. Il faut juste trouver la bonne variété qui nous donnera ce fruit. D'accord, je ne savais pas que c'était justement cette passiflore qui donnait le fruit de la passion. Voilà. Exactement, donc il y a plusieurs couleurs, Amel. Peut-être un ensoleillement particulier ou quelque chose comme ça. Peut-être. C'est un peu aussi comme pour le kiwi, donc il y a les pieds mâles et les pieds femelles. Très souvent, si le pied mâle n'est pas là. Aussi, exactement, donc on risque pas d'avoir... C'est compliqué après. Oui, ça se complique. Après là, c'est autre chose, il faut vraiment être bien spécialiste dans le domaine. Il faut en vouloir. Oui. Il faut s'acharner pour pouvoir donc obtenir ce fameux fruit. Enfin. Exactement. Donc, elle se décline en plusieurs couleurs, donc du blanc très pâle jusqu'au violet. Donc, il y a plusieurs, en passant par le rose, il y a certaines qui sont légèrement rose pâle. Celles que l'on retrouve le plus souvent sur Alger, ce sont les violettes qui sont, on va dire, qui sont les plus populaires et les plus disponibles. Alors, en jardinière, en pépinière, c'est ça, en pépinière, je me perds un peu mes mots. Donc, vous pourrez la trouver, et si vous ne la trouvez pas, faites-le vous-même, donc faites vous-même vos boutures. Voilà. Vous le dites, c'est si simple que ça, finalement, prendre une bouture et la replanter. En général, on a toujours peur de ne pas réussir sa bouture. Exactement. Quelques conseils pour les réussir? Alors, quelques conseils, c'est ne pas en faire qu'une seule. D'accord. Voilà, donc le secret, c'est essayer d'en faire une dizaine. Donc, si vous en récupérez 2 ou 3, c'est gagné. Mais ne pas se contenter de faire 2 petites boutures et les surveiller à longueur de journée et attendre qu'elles donnent des résultats. Non, il vaut mieux en faire plusieurs. Et ça pousse au bout de combien de temps? Alors, ça va faire un système racinaire au bout d'un mois, 1 mois et demi à peu près. Donc, une fois qu'on a les racines, après là, on pourra remettre en terre si on a un jardin. Ou alors, dans une jardinière, ça pousse aussi très très bien, comme je vous l'ai dit. Même en intérieur, il faut savoir qu'elle peut très très bien vivre à l'intérieur de la maison, pourvu qu'on lui donne bien entendu toutes les conditions dont elle a besoin. Donc, elle aime les terres humides, le sol bien drainé, donc pas trop d'arrosage. Une fois c'est une plante adulte, on les laissera un petit peu de temps en temps, pas l'arroser aussi souvent qu'au départ. Voilà, en tout cas, c'est une plante grimpante. Oui. C'est une plante d'ornement qui va faire de très belles fleurs odorantes. Ça va être magnifique pour, bien sûr, un balcon et un grillage, pourquoi pas, un mur. Et ça peut aussi, ça peut monter très haut. Oui, jusqu'à 5 mètres, à peu près. Oui, voilà. Alors, il est recommandé de tailler à une période bien précise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser tranquille pendant tout l'hiver. Arrivé au printemps, on va lui refaire une petite coupe. Donc, on va enlever toutes les feuilles qui sont mortes. Faut faire une petite jeunesse. Voilà, exactement. Pour bien redémarrer. Exactement. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le sécateur, d'un petit peu bien la rafraîchir et la laisser après repousser pour le... En fait, plus on la rafraîchira, plus on va diminuer les tiges, plus ça va la stimuler pour donner d'autres tiges et d'autres fleurs. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait plusieurs fleurs en même temps. Donc, pas en grappe, mais un peu comme ça. Voilà, presque. Alors, un petit peu alterné. Exactement. Donc, comme on peut voir ici, elles ne sont pas encore au banc, elles ne sont pas encore ouvertes. Celles-ci sont un petit peu violettes.
violettes. Exactement. Donc celles-là, elle est fanée. Celles-ci vont bientôt arriver, on va dire, elles vont bientôt s'ouvrir. Comme on peut voir, elle en fait 5 à 6 au bout de chaque tige. La fleur et les pétales de la fleur sont très fragiles, hein, sensibles, etc. Mais elle a cette espèce de coque qui va la protéger avant, bien sûr, la floraison. Exactement, exactement. Donc c'est une plante aussi mellifère, donc les abeilles raffolent de cette fleur. Il faut savoir aussi que certaines variétés de passiflore sont vraiment... En fait, on va dire que on peut tout utiliser, que ce soit la fleur ou même les feuilles. Donc on dit que quand on est un peu stressé, que quand on est un peu angoissé, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra des feuilles de passiflore ou même la fleur, on la fera en tisane. C'est vraiment très relaxant comme tisane et aussi ça détend les muscles. Okay. Donc voilà, elle est vraiment utilisée pour ça, hein, pour les gens qui ont un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, c'est excellent. Mais après, il faut savoir doser. On va donner ce conseil à notre ami Siderli, caméraman, qui lui adore les tisanes. Et il nous parlait ce matin de la sauge et des bienfaits de la sauge. Cette fois-ci, la passiflore va avoir un autre effet sur lui, plus apaisant. C'est ça? Oui, il viendra très zen le matin. Tout à fait. Et puis en tout cas, avec ces conseils donnés encore une fois avec modération. Hein, bien sûr, avec modération. Il faut toujours, quand on prend une tisane, il faut vraiment prendre le minimum. Aller vraiment, on va dire, la quantité la plus petite qu'on puisse mettre. Comme par exemple, comme nous expliquait Sidaly, il nous a dit pas plus que 3 feuilles de sauge. C'est très sage, c'est ce qu'il faut faire parce que même si ça a des bons côtés, toute chose ne doit pas aller dans l'excès. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Voilà, alors on va beaucoup parler de plantes cet été avec vous, Mariam. Ah bah oui, bien sûr. Et puis parler un petit peu donc de comment entretenir son jardin, être toujours dans l'esprit écolo, surtout. Oui, surtout. Vous êtes venu avec votre petit couffin d'ailleurs, avec cet esprit écologique. Mariam, quand elle va faire ses courses, elle prend avec elle son couffin. Oui. Et toujours de rigueur, pas de sachet de plastique. Non, pas de sachet plastique, même pour acheter mon pain, j'ai toujours mon petit sac en tissu. J'essaye de faire, même si des fois c'est très minime, on se dit c'est très peu ce qu'on fait, mais en fait non, il faut le faire. Si moi je fais un peu, l'autre un peu, tout le monde fait un peu. C'est quelques gestes pour la planète. Exactement. Il faut qu'on prenne conscience que ça ne va pas durer éternellement, que la planète est en danger, qu'on a abusé et qu'il faudrait un petit peu mettre... Avec ce Covid-19, j'espère que la majorité, bien sûr, de cette population mondiale a pris conscience de cette dangerosité, que ce recul peut-être leur a donné aussi à réfléchir. Exactement, que tout n'était pas éternel, que tout n'était pas aussi facile qu'on a l'impression et que la nature a sa place, on fait partie de la nature et que la nature n'est pas un autre service. Se rapprocher aussi des choses essentielles. Exactement, exactement. Rester aussi dans tout ce qui est, essayer d'enlever le superflu et tout ce qui est superficiel, essayer de rester, on va dire, les pieds bien voilà, bien au sol. En tout cas, restez avec nous, Mariam. On va s'offrir une petite détente musicale avec justement cet esprit, en tout cas, de hna, de sérénité et de joie de vivre, avec cette belle chanson et cette voix de Hayat Zarrour qui chante la hna. On se retrouve juste après.
C'était donc la belle voix de Hayat Zarrouk, ça vous a mis en appétit pour continuer à nous parler donc, de votre passion, les plantes, la terre, l'amour des arbres aussi. Les animaux, tout ce qui Les animaux, bah, on a vu Hayat Zarrouk avec son petit chien, adorable, vous en avez un en ce moment? Oui, j'ai un petit bichon, donc de ça porte énormément de joie et d'amour. Hein. Ah oui, donc les filles sont très très heureuses de l'avoir. Et le jardinage, ils aiment ça? Par contre, non. Un peu. Pas trop, hein? Pas trop, parce que... Les chats, les chiens, ils adorent jouer avec nos plantes. Oui, elle m'a quand même un peu grignoté quelques plantes, bon, voilà. Mais... Faudra faire attention. Exactement. Alors, on revient un petit peu à cet esprit écologique, on en parle beaucoup dans nos émissions, toujours dans le respect, bien entendu, de notre... de ce qui évolue, dans le respect, bien entendu, de notre environnement. Alors, on a pu voir, donc, on a parlé des couffins, on va parler aussi des sacs sachets. Des sachets, oui. On continue à vendre. Exactement. On avait dit qu'au niveau des boulangeries, on allait faire donc, du sachet en papier. Du sachet en papier, c'est pas encore, on va dire bien, oui, ça n'a pas encore bien commencé, mais ce serait vraiment une bonne chose, ça serait très, très utile. Et en même temps aussi, il faudrait qu'on ait cet esprit de prendre son petit filet ou son petit couffin avec soi, ne pas toujours attendre qu'on nous donne même un papier, ça reste quand même, ça reste une matière. Un sac en tissu, tout à fait, exactement. Bah, comme on faisait autrefois, moi je me souviens que quand on était petit, tout le monde avait son filet, donc c'était obligatoire. Donc les hommes avaient toujours un petit filet dans la poche et les femmes sortaient avec le couffin. Et quand même, les rues étaient plus propres, il y avait beaucoup moins de pollution, beaucoup moins de déchets. Et même aussi au niveau gustatif, quand on met du pain dans un sachet en plastique et du pain dans un sac en tissu, vous n'allez pas me dire que le goût est le même, ça ne peut pas du tout être... Il va détériorer, bien sûr, surtout si le pain est chaud et vous le prenez chaud, vous le mettez dans un sachet plastique. Tout à fait. Il faudra faire attention. Alors, on reste dans l'esprit écologique, c'est l'été et c'est aussi l'occasion de profiter, bien sûr, de cet été, malgré, bien entendu, le confinement et malgré aussi cette crainte de la contamination. On aura, bien entendu, toujours ces gestes donc, de prévention, ces gestes barrières qu'il faut absolument communiquer, il faut absolument rappeler. Lavez-vous les mains encore plus l'été parce que, bien entendu, la température va monter et va favoriser, bien sûr, la prolifération de certains germes. Exactement. Donc, il est naturel de toujours de bien se laver les mains et éviter aussi les boissons hydriques assez douteuses, de manger n'importe où. Faire très attention, c'est ça, encore une fois, les rappels. Hein. Oui, qu'il faut... Chaque été, on le fait. Chaque été, Covid ou pas Covid, chaque été, c'est vrai qu'on rappelle ces gestes. On a besoin, on est dans un pays chaud, c'est comme vous l'avez dit, Amel, donc toutes sortes de microbes, toutes sortes de germes sont un peu partout. Pas rien que le Covid, il y a aussi d'autres maladies. Transmission hydrique. Exactement. Voilà. Donc tout ça, il faut faire attention. Le respect de la chaîne de froid, c'est important aussi. Exactement. Essayez au maximum de ne pas manger dehors. Déjà, ça serait bénéfique, mais pas uniquement, on va dire, déjà pour vous, pour la personne, frère sa petite boîte pour amener, pour déjeuner. Essayez d'avoir ce genre de petits gestes. Ça aide et le corps et l'environnement aussi. Exactement. Voilà. Ça, c'est notre esprit, bien sûr, prévention et conseil à nos téléspectateurs tous les jours. Mais on va continuer à parler des plantes, bien sûr. Mariam est là pour nous parler donc des plantes et comment entretenir son jardin quand on est confiné, avec bien entendu des gestes écologiques. Alors, vous nous avez parlé d'une belle plante donc d'ornement, c'est la passiflore. On a pu profiter et apprécier tous vos conseils. Oui. On va essayer de planter. Ben, on va essayer de planter autre chose. Hein. On va essayer déjà de commencer à penser à l'automne. Ça peut apparaître un peu précoce, mais si, il faut commencer déjà à planter certaines fleurs qui fleuriront au début de l'automne. C'est maintenant que ça se fait, donc que ce soit certains tubercules, que ce soit le dahlia, que ce soit le zinnia, certaines fleurs comme ça qui commencent à être semées maintenant et qui fleuriront. J'ai toujours eu peur des plantes à bulbes. Je les trouve fragiles. Autant ils sont quand même faciles à planter parce que c'est des bulbes, autant donc leur entretien reste quand même délicat. Oui, il y a l'iris qui est très très facile à entretenir. C'est une plante qui, on va dire, qui est très résistante et qui réussit très très bien ici chez nous. Donc il y a plusieurs couleurs d'iris. Donc moi j'en ai personnellement sur le balcon. Donc c'est l'iris d'Algérie qui est violet. Hein? C'est très joli. Ça fleurit. On va dire que ça fleurit pas souvent, mais ça fleurit quand même et c'est joli. Vous les coupez? Vous les mettez en vase? Non, je les coupe pas. Non, je les laisse dans mon pot jusqu'à ce qu'elles se faner. Oui, jusqu'à ce qu'elles se fanent. On dit souvent il faut couper les fleurs pour que ça reprenne plus
plus joli, pas pour les pas pour les iris. Exactement, pas pour les iris. Voilà. Donc en fait, une fois qu'elle lance le nombre de fleurs, donc c'est le nombre exact. Même si on coupe, il n'y aura pas d'autres. D'accord. Pour les rosiers, par exemple? Pour les rosiers, c'est pas la saison. Donc là, en ce moment, ils sont en fleurs, donc on va les laisser. C'est pas vraiment le moment de toucher. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a la vigne, bon, qui va bientôt donner des fruits. Exactement. Ça commence, c'est en maturation. Exactement, donc il y a d'autres variétés qui sont en train d'apparaître, mais généralement, dans les jardins, les gens préfèrent les anciennes variétés aux nouvelles variétés. C'est toujours un esprit comme ça. On va encore ramener des boutures de chez notre grand-mère, de la maison de notre grand-mère ou une grand-tante. Donc c'est toujours comme ça, c'est comme ça qu'on réussit à préserver les anciennes variétés, et c'est nécessaire, c'est vraiment un combat. Et ça fait le bonheur des oiseaux, les mésanges, les merles qui viennent picorer un petit peu dans les graines et bien sûr abîmer certaines grappes. Exactement. Ce qu'il faudra commencer à faire, c'est les confitures aussi, Amel. Donc pendant l'été, les fruits sont abondants, beaucoup de fruits. Donc pendant l'été, des fois, on se retrouve avec des quantités énormes et pas trop savoir ce qu'on va en faire. C'est qu'on va pouvoir commencer ces confitures pour les trouver pendant l'hiver. C'est sympa aussi. Donc les tomates aussi, il y a certaines personnes, j'ai vu, qui se mettent à faire leur propre coulis de tomates. Oui, ça se fait. Exactement, ça se fait de plus en plus. Donc ils mettent leurs petits bocaux, ils font leurs petites réserves. Donc avec les bocaux qu'on stérilise, qu'on retourne, exactement, pour éviter les bulles d'air. Voilà, donc pour avoir le maximum. Donc il y a plein de petits gestes comme ça qui commencent un petit peu à revenir, et c'est quelque chose qui donne beaucoup de joie, que ça soit pour nous, ou même si on peut faire ça aussi avec les enfants. Cet été, vous allez continuer à nous donner quelques conseils de faire donc de belles préparations comme ça en bocaux pour se régaler l'été, n'est-ce pas? Exactement. Profiter, pouvoir déguster quelques bonnes spécialités typiquement de l'été. Exact. Alors tout ce qui est, on peut dire poivrons, aubergines, tomates, donc tout ça, bien entendu, avec des aromates. Donc il y aura toujours des aromates à l'intérieur, et notre fameuse huile d'olive, Amel, qui a été primée cette année, l'une des meilleures huiles d'olive au monde. C'est vraiment une fierté. Un concours récemment, on en parlera d'ailleurs cette semaine. On en parlera, exactement. Il faut en parler parce que pendant très longtemps, on parlait d'huile d'olive qui venait de chez nous, qui était un peu trop acide, qui n'était pas aux normes et tout ce qui s'ensuit. Mais après, il ne faut pas... Un énorme travail se fait en ce moment avec nos oléoculteurs et surtout nos spécialistes en matière d'huile d'olive. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Je vous remercie donc énormément, Myriam, de nous avoir donc parlé si bien de la passiflore aujourd'hui. J'espère que le téléspectateur aura apprécié tous vos conseils. Inch'Allah. Un dernier mot, on reviendra sur l'huile d'olive et le prix qu'on a eu. On essaiera de développer ça parce que c'est vraiment une fierté pour nous. Bien sûr. Merci beaucoup, Myriam. À très vite alors. Inch'Allah. Pour cet été, on continuera à vous donner des thématiques intéressantes pour cadrer bien sûr à cet esprit donc estival. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. En attendant, vous retrouvez très vite. Au revoir et bonne journée.